Chapitre 4. Le coffre de mer. Sans perdre un instant, je racontai alors à ma mère tout ce que je savais, comme j'aurais peut-être dû le faire depuis longtemps. Nous vîmes d'emblée le péril et la difficulté de notre situation. L'argent du capitaine, s'il en avait, nous était bien dû en partie. Mais quelle apparence y avait-il ? Que les échantillons de notre homme, et surtout les deux échantillons que j'en connaissais, Chien Noir et le mendiant aveugle, fussent disposés à lâcher leur butin pour régler les dettes du défunt. Or, si je suivais les instructions du capitaine, et y allais aussitôt prévenir le docteur Livesey, je laissais ma mère seule et sans défense. Je n'y pouvais donc songer. D'ailleurs, nous nous sentions tous deux incapables de rester beaucoup plus longtemps dans la maison. Les charbons qui s'éboulaient dans le fourneau de la cuisine jusqu'au tic-tac de l'horloge nous pénétraient de crainte. Le voisinage s'emplissait pour nous de bruits de pas imaginaires. Et placé entre le cadavre du capitaine gisant sur le carreau de la salle et la pensée de l'infâme mendiant aveugle rôdant aux environs et prêt à réapparaître, il y avait des moments où, comme on dit, je tremblais dans mes culottes de terreur. Il nous fallait prendre une décision immédiate. Finalement, l'idée nous vint de partir tous les deux chercher du secours au hameau voisin. Aussitôt dit, aussitôt fait, sans même nous couvrir la tête, nous nous élançâmes dans le soir tombant et le brouillard glacé. Le hameau n'était qu'à quelques 100 toises, environ 200 mètres. La toise est une ancienne mesure de longueur qui valait un peu moins de 2 mètres. Mais cachée à la vue de l'autre côté de la crique voisine, et ce qui me rassurait beaucoup. Il se trouvait dans la direction opposée à celle par où l'aveugle avait fait son apparition et par où il s'en était apparemment retourné. Le trajet nous prit peu de minutes, et cependant, nous nous arrêtâmes plusieurs fois pour prêter l'oreille, mais on n'entendait aucun bruit suspect, rien que le léger clapotis du ressac et le croassement des corbeaux dans le bois. Les chandelles s'allumaient quand nous atteignîmes le hameau, et jamais je n'oublierai mon soulagement à voir leur jaune clarté aux portes et aux fenêtres. Mais ce fut là, tout compte fait, le meilleur de l'assistance que nous obtîmes de ce côté, car soit dit à la honte de ces gens, personne ne consentit à nous accompagner jusqu'à l'amiral Bamboo. Plus nous leur disions nos ennuis, plus ils se cramponnaient, hommes, femmes et enfants, à l'abri de leur maison. Le nom du capitaine Flint, inconnu de moi, mais familier à beaucoup d'entre eux, répandait la terreur. Le nom du capitaine Flint, inconnu de moi, mais familier à beaucoup d'entre eux, répandait la terreur. Des hommes qui avaient travaillé au champ plus loin que l'amiral Bamboo se souvenaient aussi d'avoir vu sur la route plusieurs étrangers dont ils s'étaient écartés, les prenant pour des contrebandiers, et l'un ou l'autre avait vu un petit chasse-marée, petit bateau côtier à 2 mâts, à l'abri dans ce que nous appelions la cale, anciennement crique, abri entre 2 pointes de terre ou de rochers. Cale de quitte. C'est pourquoi il suffisait d'être une relation du capitaine pour leur causer une frayeur mortelle, tant et si bien que si nous en trouvâmes plusieurs disposés à se rendre à cheval jusque chez le docteur Livesey, qui habitait dans une autre direction, pas un ne voulut nous aider à défendre l'auberge. La lâcheté, dit-on, est contagieuse, mais la discussion, au contraire, donne du courage. Aussi, quand chacun eut parlé, ma mère leur dit sans les ménager ce qu'elle pensait d'eux, leur fait à tous. Elle ne voulait pas, déclara-t-elle, perdre de l'argent qui appartenait à son fils orphelin. Elle conclut: si aucun d'entre vous n'ose venir, Jim et moi nous oserons. Nous allons retourner d'où nous sommes venus, et sans nous vous dire merci. Tas de gros gaillards, pires que des pots de moulier. Nous ouvrirons ce coffre, dût-il nous en coûter la vie. Et je vous emprunte ce sac, Madame Crossley, pour emporter notre dû.
Comme de juste, je me déclarais prêt à accompagner ma mère, et comme de juste aussi, tous se réécrièrent, lancèrent une exclamation de protestation devant notre témérité. Mais même alors, pas un homme ne s'offrit à nous escorter. Tout ce qu'ils firent, ce fut de me donner un pistolet chargé, pour le cas où l'on nous attaquerait, et de nous promettre qu'ils tiendraient des chevaux, tous scellés, pour le cas où l'on nous poursuivrait lors de notre retour. Cependant, mon garçon s'apprêtait à galoper jusque chez le docteur, afin d'obtenir le secours de la force armée. Mon cœur battait fort, quand par la nuit glacée, nous nous engageâmes dans cette périlleuse aventure. La pleine lune rougeâtre et déjà haute transparaissait vers la limite supérieure du brouillard. Notre hâte s'en accrut, car il ferait évidemment aussi clair qu'en plein jour, avant que nous puissions quitter la maison, et notre départ serait exposé à tous les yeux. Nous nous faufilâmes au long des haies, prompts et silencieux. Prompt, courage imprudent. Prompt égale rapide. Bien, je sais plus si je l'ai fait, donc devant notre témérité, courage imprudent. Putain, prompt, rapide et silencieux, sans rien ne voir ni entendre, qui augmenta nos inquiétudes. Enfin, à notre grand soulagement, la porte de l'amiral Bamboo se referma sur nous. Je poussai bien vite le verrou, et nous restâmes une minute dans le noir, tout pantelant, haletant et essoufflé, seul sous ce toit avec le cadavre du capitaine. Puis ma mère prit une chandelle dans l'estaminet, et nous tenant par la main, nous pénétrâmes dans la salle. Le corps gisait toujours dans la même position, les yeux béants et un bras étendu. « Baisse le store, Jim, » chuchota ma mère. « S'ils arrivaient, ils le verraient du dehors, là. Et maintenant, s'il nous faut trouver la clé sur ce cadavre, je voudrais bien savoir qui de nous va y toucher. » Elle eut une sorte de sanglot. Je m'agenouillai à côté du mort. Près de sa main, sur le parquet, je vis un petit rond de papier noirci sur une face. C'était évidemment la tache noire. Je pris le papier et le retournai au verso correctement tracé d'une main ferme. Je lus ce court message. Tu as jusqu'à 10h du soir. Merde, dis-je, il avait jusqu'à 10h. À cet instant précis, notre vieille horloge se mit à sonner. Ce fracas inattendu nous fit une peur affreuse. Mais tout allait bien. Il n'était que 6h. Allons, Jim, reprit ma mère. Cette clé. J'explorai les poches l'une après l'autre. Quelques menus monnaies, un dé, du fil et des grosses aiguilles. Un rôle, ici rouleau, du tabac mordu par le bout, le couteau à manche courbe, une boussole portative et un briquet formaient tout leur contenu. Je commençais à désespérer. Elle est peut-être à son cou, hasarda ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'arrachai au col la chemise du cadavre, et la clé nous apparut, enfilée à un bout de corde goudronnée que je tranchai à l'aide de son propre couteau. Ce succès nous remplit d'espoir et nous grimpâmes en toute hâte à la petite chambre où le capitaine avait couché si longtemps, et d'où sa malle n'avait pas bougé depuis le jour de son arrivée. C'était d'apparence un coffre de marin comme tous les autres, aux angles détériorés par les heurts, coups, d'un service prolongé. Sur le couvercle se lisait l'initiale B, imprimée au fer chaud. « Passe-moi la clé, me dit ma mère. » Bien que la serrure fût très dure, elle l'ouvrit en un clin d'œil et souleva le couvercle. Un fort relent de tabac et de goudron s'échappa du coffre, mais on n'y voyait rien, au premier abord, qu'un très bon habit complet, soigneusement brossé et plié. Il n'avait jamais servi au dire de ma mère. Dessous le pêle-mêle commençait un quart de cercle, un gobelet de fer blanc, plusieurs rouleaux de tabac, 2 paires de très beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole et quelques autres bibelots de peu de valeur, presque tous d'origine étrangère, un compas de mathématiques à branches de cuivre et 5 ou 6 curieux coquillages des Indes occidentales. Je me suis demandé souvent par la suite pourquoi il transportait avec lui ces coquillages dans sa vie errante de criminel pourchassé.
Jusqu'ici, le lingot d'argent et les bibelots avaient seuls quelques prix. Mais cela ne faisait pas notre affaire. Par-dessous, il y avait un vieux suroît, veste de marin ou chapeau imperméable dont le bord descend en arrière sur la nuque, blanchi aux embruns de bien des maules, digues qui servent à protéger l'entrée des ports. Ma mère le retira impatiemment et le dernier contenu de la malle nous apparut. Un paquet enveloppé de toile cirée qui semblait refermer des papiers et un sac de toile qui émit sous nos doigts le tintement de l'or. « Je ferai voir à ces bandits que je suis une honnête femme, dit ma mère. Je prendrai mon dû et pas un rouge liard de plus. » Oh, liard, anciennement monnaie de cuivre, donc rouge, valant le quart d'un sou de plus. Donne-moi le sac de Madame Crossley. Elle me se mit un devoir de faire passer du sac de matelot dans celui que je tenais, le montant de la dette du capitaine. La tâche était longue et ardue, car il y avait là entassées au hasard des pièces de tout pays et de tout module, doublons, pièces d'or espagnoles, louis d'or, guinées, pièces de 8 livres, et d'autres que j'ignore. Les guinées du reste se trouvaient en minorité, et celle-là seule permettait à ma mère de s'y retrouver dans son compte. Soudain, comme nous étions presque à moitié de l'opération, je posai ma main sur son bras. Dans l'air silencieux et glacé, je venais de percevoir un bruit qui fit cesser mon cœur de battre. C'était le tapotement du bâton de l'aveugle sur la route gelée. Le bruit se rapprochait. Nous retenions notre souffle. Un coup violent heurta la porte de l'auberge. Nous entendîmes contourner la porte et le verrou cliqueta sous les efforts du misérable. Puis il y eut un long intervalle de silence, dedans comme dehors. À la fin, le tapotement reprit et à notre joie indicible, s'affaiblit peu à peu dans le lointain et s'évanouit tout à fait. « Mère, dis-je, je prends le tout et allons-nous-en. » J'étais certain en effet que la porte verrouillée avait paru suspecte et que cela nous attirerait bientôt tout le guêpier aux oreilles. Pourtant je me félicitais de l'avoir verrouillée, et cela à un point difficilement croyable, pour qui n'a jamais rencontré ce terrifiant vieil aveugle. Mais en dépit de sa frayeur, ma mère se refusait à prendre rien au-delà de son dû, et ne voulait absolument pas se contenter de moins. Il n'était pas encore 7 heures, disait-elle, et de loin. Elle connaissait son droit et voulait en user. Elle discutait encore avec moi lorsqu'un bref et léger coup de sifflet retentit au loin, sur la hauteur. C'en fut assez et plus qu'assez pour elle et pour moi. « J'emporte toujours ce que j'ai, fit-elle en se relevant. Et j'emporte ceci pour arrondir le compte, ajoutai-je en empoignant le paquet de toile cirée. Un instant de plus, et laissant la lumière auprès du coffre vide, nous descendions l'escalier à tâtons, un autre encore, et la porte ouverte, notre exode, fuite, commençait. Il n'y avait que temps de déguerpir, le brouillard se dissipait rapidement. Déjà la lune brillait tout à fait dégagée sur les hauteurs voisines, et c'était uniquement au creux du ravin et devant la porte de l'auberge qu'une mince voile de brume flottait encore pour cacher les premiers pas de notre fuite. Bien avant la mi-chemin du hameau, très peu au-delà du pied de la hauteur que nous arrivions, en plein clair de lune. Et ce n'était pas tout, car déjà nous percevions le bruit de pas nombreux qui accouraient. Notre tournâmes la tête dans leur direction. Une lumière balançait de droite et de gauche, et qui se rapprochait rapidement nous montra que l'un des arrivants portait une lanterne. « Mon petit, me dit souvent dans ma mère, prends l'argent et fuis, je vais m'évanouir. » C'était, je le compris, la fin irrémédiable, certaine. Pour tous deux, combien je maudissais la lâcheté de nos voisins, combien j'en voulais à ma pauvre mère pour son honnêteté et son avidité, pour sa témérité passée et sa faiblesse actuelle. Par bonheur, nous étions précisément au petit pont, et je guidai ses pas chancelants jusqu'au talus de la berge, où elle poussa un soupir et retomba sur mon épaule. Je ne sais comment j'ai eu la force et je crains bien avoir agi brutalement, mais je réussis à la traîner le long de la berge et jusqu'à l'entrée de la voûte. La pousser au plus loin ne me fut impossible.
car le pont était trop bas, et ce fut à plat ventre et non sans peine que je m'introduisis dessous. Il nous fallut donc rester là, ma mère presque entièrement visible, et tous deux à portée de Louis à portée d'ouïe de l'auberge.